Vous voyez cet enfant, je veux pas juger, mais il avait déjà une tête de psychopathe. Il est passé de ça à ça, et ce qu'il est devenu fait vraiment peur. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder mon contenu et apprécier mes vidéos, et sachez que ça me fait vraiment plaisir. Merci pour les compliments ainsi que tous les messages que vous m'envoyez soit en commentaire ou sur Instagram. Ça fait toujours très plaisir, croyez-moi. Enfin bref, alors qu'est-ce qu'on a au programme? On va tout simplement découvrir encore une fois que l'être humain peut se montrer horrible. Je vous préviens, il y a beaucoup de choses troublantes ou voire choquantes dans cette vidéo. Ici je parle pas forcément d'images, non, mais des actes et des actions qui relèvent de la folie, qui dépassent l'entendement. Donc accrochez-vous bien parce que la suite est sombre. Éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Il y a un truc qui fait vraiment peur dans cette vie, c'est de se dire que les gens peuvent changer du jour au lendemain. T'imagines toi, tu vis avec ton frère ou ta soeur pendant des années, tu te rends compte qu'il est différent mais t'y prêtes pas attention plus que ça. Tu te dis que c'est passager, la jeunesse quoi. Jamais tu pourrais te douter que ton propre sang va mal tourner, voire devenir un tueur. Et tout ça malheureusement, il y a des gens qui l'ont vécu. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Robert Napper. On va se diriger directement dans un pays qui nous est bien familier. Si je vous dis Johanna Dennehy ou bien David Harker, je sens qu'on va en rajouter un troisième sur la liste. Direction l'Angleterre à la découverte de Robert Napper, l'homme qui a terrorisé Londres. On va se concentrer directement sur sa jeunesse et essayer de comprendre qui il était vraiment. Banks. Robert Napper est né à Erith dans le Grand Londres. Il a grandi à Plumstead, dans le sud-est de Londres dans ses premières années. C'était le fils de Brian et Pauline Napper. Il vivait dans une famille de ce qu'il y a de plus classique. C'était l'aîné du foyer, leur premier enfant. Le père exerçait le métier de moniteur et il essayait d'assumer le foyer financièrement comme il le pouvait. Robert était un garçon solitaire et mystérieux. Les gens qui l'ont connu disaient que le jeune avait la peau grasse, qu'il rêverait de devenir astronome et qu'il aimerait vivre dans son propre monde. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. On sentait à ce moment-là qu'il avait besoin d'avoir le contrôle sur sa vie. Il vivait dans une maison qui inspirait la tristesse. On ne se sentait pas bien, l'atmosphère ne donnait pas envie de rester. Malheureusement dans la maison, il y avait pas mal de soucis familiaux, et notamment entre ses parents, Brian et Pauline. Plus les jours passaient, plus les problèmes de couple s'intensifiaient. Napper a été témoin d'attaques violentes contre sa mère qui se sont terminées par une séparation à l'âge de 10 ans. Bon, là déjà, ça commence très mal. Souvent en criminologie, ce qu'on remarque, et vous le savez déjà bien sûr, quand on fouille un peu le passé d'un tueur en série, bizarrement dans beaucoup de cas, ils ont eu une enfance difficile. Alors soit t'as un gros choc émotionnel mélangé à de la tristesse, du stress et de la peur parce que dans ta famille ça va pas du tout, soit ça va encore plus loin que ça. Tu subis toi-même des violences par tes parents, des insultes et j'en passe. Dans les deux cas ça peut changer une personne. Et on le sait tous, face à des situations pareilles, on réagit tous différemment. T'as des gens plus fragiles que d'autres et des fois ça peut éveiller un côté obscur dont on ne s'imaginait même pas. Bref, avec tout ce bordel au sein du foyer, Robert, ses frères et sœurs ont été placés. Et je rappelle que Robert n'avait que 9 ans quand son père a quitté sa femme. Bien sûr, au vu de toutes les raisons, la violence au sein du couple, les problèmes, heureusement qu'ils se sont séparés, j'ai envie de dire. Le père a ensuite décidé de quitter le pays pour l'Australie, où il deviendra pompier. Leur séparation a abouti à un divorce juste au moment où Robert entrait à l'école secondaire. Lors d'une interview, Brian Napper a eu du mal à comprendre ce qui était devenu son fils. Il a dit toutes les choses suivantes. Je préférerais me souvenir de Robert tel que je l'ai toujours connu dans ses années d'enfance. C'était un enfant adorable, un petit garçon qui n'aurait jamais dû emprunter ce terrible chemin. Peut-être que je suis en partie responsable de ne rien avoir fait. Ma femme et moi avions nos propres problèmes à l'époque. Après mon immigration, Robert m'écrivait, mais j'ai cessé de recevoir ses lettres. Je suppose que nous nous sommes juste éloignés l'un de l'autre. À ce moment-là, tout a dû être très traumatisant pour Robert. Enfin, c'est ce que j'imagine. Avec tous les soucis, le divorce en cours, les enfants qui sont placés, ça devait être très dur à vivre pour Robert, ça c'est sûr. Une fois le divorce terminé, les enfants ont été remis à leur mère. De retour en Grande-Bretagne, Madame Napper, aide-soignante, était de plus en plus préoccupée par le comportement de son fils. Il se cachait derrière les portes pour écouter les conversations de ses proches, puis les accuser d'inventer des histoires à son sujet. Il était souvent agressif, se battait violemment avec ses frères et sœurs, et il mentait toujours. Mais le plus sombre, c'est qu'il aimait espionner sa sœur sous la douche, ou pendant qu'elle se déshabillait. Une fois, alors qu'elle dormait, elle s'est réveillée pour découvrir qu'il avait retiré la couverture, et il était en train de la regarder depuis le côté du lit. Quoi? Qu'est-ce que tu nous fais? Le mec fait une fixette sur sa propre sœur, c'est
tellement sombre. D'ailleurs, regardez-moi ce petit visage. Sans être méchant, même petit, il était terrifiant. Il a une petite tête avec des expressions au visage qui font peur. Regardez ses yeux là, je sais pas, je le sens pas. Bref, sa mère sentait qu'il était différent. Elle avait peur qu'il souffre de troubles mentaux. Madame Napper l'a envoyé faire une évaluation psychologique à l'âge de 11 ans. Après la première séance, il est rentré chez lui avec un grand sourire et il a dit « Le psychiatre pense que je suis fou ». Il va dire les mots suivants tout en souriant, comme pour prendre de haut et de montrer que oui, il est différent, voire même supérieur. Pour Robert, ce n'était pas lui le fou, mais toutes les autres personnes qui l'entouraient. Il était persuadé qu'il était unique et que personne ne le comprenait. Il va aller chez le psychologue à faire des va-et-vient pendant une durée de 6 ans. C'est énorme, le mec a passé toute sa jeunesse à aller à l'hôpital pour faire tout un tas de tests. C'est tellement triste quand tu sais qu'il avait juste 11 ans. Et entre-temps, les médecins vont découvrir qu'il avait le syndrome d'Asperger. En gros, il avait énormément de mal à être sociable et à parler aux gens. Il reproduisait souvent les mêmes gestes, très répétitifs. Enfin, pas mal de choses qui ne l'aidaient pas au quotidien, ou pour se faire des amis. Sa mère est âgée de 65 ans à ce moment-là et elle est à la retraite. Elle avait signalé son fils à la police après avoir découvert qu'il avait volé de l'argent à des proches. Ce petit va en faire voir de toutes les couleurs à sa pauvre mère. Elle va déclarer toutes les choses qui vont suivre. Ils ont essayé de l'emmener au poste de police, de prendre ses empreintes digitales et de le traiter comme un prisonnier. L'idée était de lui faire peur, mais cela ne l'effrayait pas du tout. Pour quiconque à l'extérieur, il semblait être un garçon gentil et normal. Mais quand il restait à la maison dans son coin, ce n'était plus le même enfant. Il était bizarre. Quelque temps après, Madame Napper va se remarier en 1987 plus précisément. Robert méprisait son beau-père et il refusait pratiquement de lui parler. Peu à peu, il est tombé dans des humeurs sombres et reclus. Il pensait à des choses effrayantes qui le mèneront au crime. Ses troubles du comportement étaient aggravés par une maladie mentale grave, la schizophrénie paranoïde. Cette combinaison toxique, comme l'ont décrite les médecins, l'a englouti. Cela se manifestait par une attitude étrange, à la fois imprévisible et très violente. Mais le plus effrayant, c'était la façon qu'il avait de se comporter. Il était convaincu qu'il était extrêmement puissant. Il disait que personne ne pourrait l'attraper. Je suis habile et intouchable. Il était sûr de lui et disait que malgré les crimes qu'il allait faire, la police ne l'attraperait jamais. Il est aussi venu à croire que c'était un millionnaire bien éduqué et bien sûr avec une maîtrise parfaite en mathématiques, qu'il avait remporté le prix Nobel de la paix et qu'il pouvait parler par télépathie. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, ça va le mec qui se jette pas trop de fleurs là? On se calme petit, parce que je te rappelle que t'es une merde. Putain, c'était méchant ce que j'ai dit là. Mais franchement, c'est mérité vu ce qu'il a fait. Bref, il était complètement matrixé. Et c'est là qu'on voit à quel point dans sa tête, ça ne tournait pas rond. Beaucoup pensent que son comportement, à ce moment-là, n'était pas là depuis toujours. Il y a quelque chose qui a fait qu'il change un jour, c'est évident. On va essayer de savoir qu'est-ce qui a pu le rendre aussi sombre. Et bien un jour, Robert va faire une rencontre qui va le changer à jamais. Il a été violé en pleine journée alors qu'il marchait dans les bois près de chez lui. Napper n'avait que 12 ans. Il était avec 2 garçons plus jeunes qui ont également été agressés. Et tout ça s'est déroulé en 1978. Là, on a l'un des événements qui vont faire que Robert va sombrer. Son professeur a déclaré que l'agression et le viol qu'il a subi l'ont effacé. Il était devenu vide, et on avait l'impression qu'il était ailleurs. Du jour au lendemain, il est passé d'un écolier banal à un robot sans émotion, et son prof dira les choses suivantes. Il était tout ratatiné, comme un petit vieil homme. Vous ne pouviez pas obtenir de réaction de sa part, il ne montrait aucune émotion. Il s'asseyait là à faire son travail, mais il était dans son propre petit monde. Lors d'un cours d'anglais, la classe était en train d'enregistrer une pièce de théâtre. Robert en était fasciné. Il est devenu pâle et a commencé à trembler et transpirer. À un moment donné, l'enseignant a pensé qu'il était en pleine crise. Alors que non, pas du tout. C'était bien plus compliqué que ça. On avait plus l'impression qu'il était dans un état de transe mélangé à du plaisir. Et ça s'explique avec le sujet du cours qui était centré sur une fiction d'Edgar Allan. Dans l'histoire, il est décrit comme un fou qui commet un meurtre et démembre le corps. Et bien à force de tomber sur des choses hard, il va en prendre exemple. Des années plus tard, ça va se refléter sur sa personnalité. Il va s'inspirer de toutes les choses qui l'ont marqué. Les meurtres qu'il va commettre vont être grotesques et son comportement va s'empirer de plus en plus. Robert n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Dans sa jeunesse, il avait beaucoup de difficultés et il n'aimait pas le travail. Il a quitté l'école à l'âge de 16 ans pour faire une formation en restauration. Et à côté de ça, il s'est trouvé un petit boulot. Quand il avait 18 ans, sa mère l'a mis à la porte. Son comportement était devenu trop dur, donc elle lui a dit simplement de partir. Je trouve ça tellement triste quand on arrive là, quand ta mère te vire de ton propre foyer. On a l'impression qu'il perd ce lien avec sa mère, qu'il n'y aura plus d'amour maternel à partir de ce moment précis. C'est tellement malheureux. Il y a des gens qui tueraient pour revoir au moins une fois leur mère. Profitez un max avec vos parents, mes amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, il quitte la maison et disparaît. Et ce n'est que 5 ans plus tard, en octobre 1989, qu'elle va le revoir. Il vivait seul dans un petit studio au sud de Londres. Là, son fils va discuter avec elle et va lui avouer certaines choses. Il lui a dit qu'il avait violé une fille 2 mois plus tôt à Plumstead Common. Choquée et surprise par la déclaration, la maman a décidé d'appeler son psychiatre. Elle ne savait pas s'il disait la vérité, mais en tout cas, elle a décidé de le signaler. Donc après son appel au centre de psychiatrie, elle appellera aussi la police de Plumstead. La police va alors
alors vérifier dans leur base de données s'il y a eu des plaintes pour viol, mais ils ne trouveront aucune trace. Personne n'a été victime d'une telle agression ces derniers temps. Et le plus troublant, je trouve, c'est que la police va complètement abandonner les plaintes de la mère. Et c'est dommage parce que ça aurait stoppé directement ce tueur en série qu'il va devenir. Comme beaucoup d'affaires, on est passé à ça de l'arrêter, mais vraiment à ça. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir les horreurs qu'il a pu commettre. C'est parti. Bon, là, on est clairement sur un Robert Napper qui tourne mal. Il a commis son premier crime devant une mère de 31 ans et il va la violer devant ses 2 enfants. C'était une femme qui était tranquillement en train de bronzer en bikini dans son jardin. Et c'est là qu'il apparaît de nulle part et s'en prend à elle. Tout ça s'est déroulé en août 1989 et concernant cette attaque, il est très difficile de savoir qui était la victime. Après qu'il ait terminé son acte détestable, il lui a dit la phrase suivante. Tu veux un conseil? Ne laisse pas ta porte arrière ouverte. Après ça, les 2 ans qui ont suivi ce crime, c'était de pire en pire. Des viols à répétition, tout un tas d'agressions sexuelles. Il était dans une folie et on avait l'impression qu'il ne s'arrêterait jamais. À ce stade, il y a eu beaucoup de plaintes concernant un homme qui agressait des passants jusqu'à les violer dans un lieu connu au sud-est de Londres. Un endroit entouré de verdure, Green Cheyne Walk. Il y avait pas mal d'arbres, de grands espaces vides. C'était le lieu parfait pour lui afin de ne pas se faire repérer. Personne ne savait encore qui était l'auteur de ces actes. Les gens le nommaient The Green Cheyne Rapist. Robert était un prédateur à l'affût de n'importe quelle opportunité. Vous vous rendez compte à quel point c'est effrayant? Vous êtes là tranquillement en train de vous promener dans un chemin reculé et là, caché dans un coin, vous avez des yeux qui vous observent. Un individu qui hésite, qui réfléchit à sa prochaine attaque. Il est là, dans l'ombre, et à n'importe quel instant, il peut vous agresser ou vous violer. Vous n'avez rien demandé et vous faites face à un monstre. Excusez-moi, mais on peut clairement le dire, c'était un putain de monstre. Le viol fait partie des actes les plus détestables qui puissent exister. Donc il mérite au moins que je l'appelle comme ça. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment et pourquoi cet homme en est arrivé là? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça, bordel? Des pulsions, des désirs mélangés à de la folie? Quand on creuse un peu sur son passé, on peut tomber sur une information intéressante qui nous donne une partie de la réponse. Rappelez-vous quand il était plus jeune. Un jour, il va traverser les bois où il se fera violer. Et depuis ce jour, il s'en est jamais vraiment remis. Il a toujours tout gardé pour lui. Et on le sait tous, quand il nous arrive un truc aussi horrible, et d'ailleurs je le souhaite à personne, si vous gardez ça en vous, c'est très mauvais. Il faut absolument en parler. C'est la meilleure des choses à faire pour avancer, et on le sait tous. Et les enquêteurs qui se sont occupés de l'affaire pensent que Robert Napper aurait agressé plus qu'on ne le pense. 86 victimes au total, c'est énorme. Pour chaque rencontre, il portait un couteau et parfois une corde. Dans sa chambre, il avait aussi une arme à feu, mais il n'en a jamais eu réellement besoin. Napper était un homme imposant, il mesurait 1,88 m. Quand on le rencontrait, il instaurait un climat de peur. Ses victimes étaient presque toutes jeunes, jolies et généralement blondes. Chaque agression était de plus en plus violente. Il s'en foutait complètement que ce soit des mères de famille avec des enfants. Il n'en avait rien à faire. Lui, tant qu'il y avait une femme qui lui plaisait et à qui il voulait faire du mal, tout ce qui était autour de lui avait peu d'importance. Il en avait clairement rien à faire que des enfants soient témoins de ses actes répugnants ou de ses meurtres. Il avait un comportement terrifiant. C'était une personne qui savait exactement ce qu'il voulait. Sa manière pour traquer ses victimes, les espionner, tout était millimétré. C'était un fin stratège et ça le rendait encore plus dangereux. Robert Napper était un psychopathe et il a préparé tous ses crimes de A à Z. Il a tracé des positions sur une carte avec des cibles. Il préparait des points stratégiques où se positionner exactement pour regarder dans les maisons des femmes. Quand je vous dis que tout était millimétré, je rigole pas. Un grand malade. Comme je vous l'ai dit, il a tué de nombreuses personnes. Mais nous, on va s'intéresser principalement aux crimes qui ont été reconstitués par la police. Celui de Rachel Nickel et de Samantha Bissett. On commencera tout d'abord par Rachel, puis la suivante. Mais je vous préviens encore une fois, ce qui va suivre est à la fois triste et choquant. Là, on est en juillet 1992, 3 ans après le viol de sa première victime. On va faire un focus sur la vie de Rachel, une autre de ses victimes, et essayer de comprendre qui elle était. Rachel Nickel était une mannequin à temps partiel, qui vivait avec son fils de 2 ans et son partenaire de longue date. Elle avait fait la couverture de plusieurs magazines très connus. Mais elle a réduit son activité de mannequin pour passer plus de temps avec Alex et son petit ami André Anscombe. Elle vivait à Tooting, dans l'ouest de Londres, et ses journées consistait à jouer avec son fils. Elle faisait des promenades matinales avec son enfant et leur chien Molly à Wimbledon Common. Parfois, il se rendait à un centre de loisirs local. Elle nageait 2 ou 3 fois par semaine et faisait partie du groupe mère-bébé nageur. Le jour de sa mort, elle est allée à Wimbledon Common uniquement parce qu'elle pensait que c'était plus sûr que les parcs près de chez elle. Car là où elle habitait, elle se faisait régulièrement harceler par des hommes aux alentours. Rachel, âgée de 23 ans, jouait aussi régulièrement au tennis avec Anscombe. C'était un joueur semi-professionnel et les deux s'entendaient plus que très bien. La nuit,
Ils allaient souvent dans un restaurant italien près de chez eux. Le manager les a décrits comme étant proches et amoureux. Ils avaient l'habitude de s'embrasser et de se tenir la main. Ils se regardaient toujours dans les yeux. Ce sont les paroles du manager lorsqu'il a été interviewé. Bref, Rachel a vécu dans le village de Great Totham dans l'Essex. Elle était une enfant polie, une bonne élève et une sportive passionnée. Après avoir reçu des cours particuliers, elle a obtenu une place très convoitée à Colchester County High, Essex. Il s'agit d'un lycée qui se souvient d'elle comme une élève qui avait excellé dans le sport. Elle a fréquenté l'Essex Dance Theatre où on pensait qu'elle avait assez de talent pour faire une belle carrière. Et aussi elle était une très bonne nageuse, remportant ainsi un championnat. Donc là on a une Rachel pleine de vie, qui en veut, qui mène une vie paisible. Ça fait de la peine de se dire que sa vie sera arrachée comme ça, et pour aucune raison. C'était une femme qui aimait aider. Elle portait un grand intérêt pour les associations, aider les personnes âgées et le travail avec les handicapés. C'est un peu un hommage de revenir sur son passé je trouve, et de voir à quel point c'était une bonne personne. Après avoir obtenu un bac en anglais, en droit et en histoire, elle avait l'intention d'aller à l'université, mais elle a abandonné ses études après avoir rencontré Anscombe. Ensemble ils auront un enfant, le petit Alex. Elle était décrite par ses amis comme une mère aimante, amicale et toujours agréable. Elle avait un charme naturel et rêvait de travailler dans la télévision pour enfants. Mais un jour malheureusement, ce rêve sera brisé à jamais. Comme à son habitude, un jour elle va se promener avec son fils. Et c'est là qu'elle va tomber nez à nez devant Robert qui va la poignarder 49 fois devant son enfant. Il va l'agresser sexuellement et la frapper sauvagement encore et encore. Le petit Alex était terrorisé par la scène horrible, tout en s'accrochant au corps de sa mère rempli de sang. La scène devait être des plus horribles. Voir sa mère mourir devant tes yeux, y a rien de pire je pense. Quand on sait que son enfant a assisté à ça... ça fait de la peine. Les parents de Rachel, Andrew 50 ans et Monica 48 ans, ont été prévenus que quelques jours après qu'elle était morte. Ils étaient partis rendre visite à un parent au Canada, donc ils ont mis du temps avant de savoir ce qui s'était passé. Un journal a écrit à propos de Rachel au moment de la tragédie. Elle défendait des qualités d'honnêteté et de bonté, censées triompher des forces obscures et violentes. Cette semaine, sur une portion isolée de Wimbledon Common, le mal a gagné. L'attaque maniaque est gravée dans la conscience de la nation. Ça, c'était l'un des premiers meurtres de Robert qui a pu être reconstitué. Mais la suite, je vous garantis qu'elle est encore plus horrible. Après ce meurtre des plus dramatiques, on va s'intéresser au deuxième. Les enquêteurs à force de recherche sont tombés sur une information qui les a interpellés. Ils ont relevé une adresse à Plumstead, près du domicile de Robert. C'était l'appartement du sous-sol où Samantha Bissett, 27 ans, vivait avec sa fille Jasmine. Samantha était décrite comme une personne douce et généreuse. Ses proches ne disaient que du bien d'elle, que c'était une bonne personne pleine de vie. Elle adorait les enfants, elle avait beaucoup d'amour à donner et ça se ressentait. C'était le genre de maman ultra ouvert d'esprit, un peu hippie qui consommait de temps en temps sa drogue et s'occupait de sa petite fille. Tout comme les cibles de Napper, elle aimait bronzer dans son jardin à l'arrière. Parfois les seins nus. Elle ne tirait jamais ses rideaux, même lorsqu'elle et son petit ami faisaient l'amour dans le salon. La porte de son balcon était généralement ouverte pendant les nuits d'été, afin que leur fille Jasmine puisse prendre l'air. Je vous jure que plus je découvre cette histoire, plus j'ai l'impression d'être dans un film. On a l'impression d'être dans un film américain, tellement certaines choses semblent irréelles. Enfin bref, accrochez-vous bien parce que la suite est très sombre. On va s'intéresser au meurtre de Samantha, qui d'après les enquêteurs est le pire qu'ils ont pu connaître. La scène du crime était si troublante qu'un photographe de la police qui l'a enregistré n'a plus jamais exercé après ça. Robert Napper n'avait aucune limite. Il semblait ignorer le mal qu'il était en train de faire. Un jour, il va se rapprocher de Samantha et il va la poignarder avec un couteau. Ensuite, il va enchaîner en lui mettant 20 coups à la tête et au cou. Et dans son moment de folie meurtrière, il va couper la moelle épinière. Robert l'a attaqué à plusieurs reprises, ne lui laissant aucune répit. La scène était des plus horribles. Même à terre, même morte, il était en train de lui mettre des coups de couteau. Du sang partout sur le sol, le tapis du couloir imbibé par le sang qui ne cessait de se répandre. Ensuite, Robert va l'agresser sexuellement une fois morte. Je sais, on est sur quelque chose de horrible. Là, il ne restait plus que sa fille Jasmine. Elle était la suite de son plan inhumain. Napper va la violer, puis ensuite l'étouffer avec une couette. Il l'a laissée morte sur le lit, entourée de ses jouets. Elle avait 4 ans et 3 mois. S'en prendre à un pauvre enfant, là, c'est vraiment trop. Déjà, mettre fin à la vie d'une jeune maman, c'est atroce. Mais prendre la vie de sa fille, c'est encore pire. À ce stade, vous n'avez plus d'âme. On fait face à la pire des pourritures. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il ne va pas s'arrêter, non. Il va traîner lentement le corps de la mère de Samantha jusqu'au salon et la déposer sur un coussin au sol. Il va la mettre dans la même position dans laquelle elle et son petit ami faisaient l'amour. C'est pour vous dire à quel point il était taré. Un vrai psychopathe qui a pensé à chaque détail. Napper les avait observés depuis l'arrière de l'appartement, l'endroit exact qu'il avait noté sur ses plans. On a estimé environ 60 coups de couteau sur le corps mutilé de Samantha. Il a essayé de lui couper la jambe. Il l'a ouverte puis il a retiré la cage thoracique pour exposer les organes internes qu'il a percés un par un. Oui, on est sur de la barbarie pure et je ne cesse de le répéter. Les experts en charge de l'affaire pensent qu'il prenait du plaisir à faire tout
tout ça. Il était en train de savourer chaque instant, et il prenait son temps. Il gardait son calme et ne laissait rien paraître. Ensuite, avant de quitter la scène du crime, il prendra une partie de l'abdomen de Samantha qu'il aura tranché avec un couteau. Le beau-père de Samantha, John Morrison, va déclarer que Robert était une personne maléfique, qu'il était méchant et diabolique, et que tout ce qu'il a fait était inhumain. Il ne pense pas qu'un jour il puisse se remettre de cet événement tragique. Et ça se comprend totalement. Qui pourrait vivre tranquillement après tout ça, sérieux? Tu peux pas, c'est juste pas possible. Tu peux plus endormir la nuit. En tout cas, je ne souhaite à personne de vivre un tel calvaire, ça c'est sûr. Robert Napper était devenu un tueur en série, et il se pensait intouchable, que personne n'était capable de lui mettre la main dessus. Mais il va commettre pas mal de petites erreurs qui vont lui porter défaut. Robert, il est temps pour toi de te faire arrêter. Parce qu'un individu comme toi ne devrait pas vivre en liberté. Passons directement à son arrestation. Banks. En 1995, Robert Napper a été arrêté et condamné pour le meurtre de Samantha. Il a aussi reconnu 2 autres accusations de viol, mais a nié toute implication dans le cas de Rachel. Les policiers ont interrogé 32 hommes sur le meurtre de Rachel. Et écoutez bien ce que je vais dire. Ils ont retenu un homme du nom de Colin Stagg. Il vivait dans un petit local et n'avait pas d'emploi. Une personne lambda qui promenait souvent son chien dans la rue. Alors me demandez pas pourquoi ils ont retenu ce profil, il n'y avait aucune raison. Rien ne pouvait le lier au meurtre de Rachel. Mais on pouvait imaginer qu'à ce moment-là, vu que l'enquête n'avançait pas, les médias pointaient du doigt le tueur. Tout le monde avait peur dans les rues. C'était devenu invivable, avec un tueur et meurtrier dans les rues de Londres. Donc sans aucune preuve médico-légale le liant à la scène, en août 1993, la police l'a inculpé du meurtre de Rachel. Là, on avait clairement l'impression qu'il voulait avoir un responsable pour calmer l'opinion publique. Il était temps d'avoir un tueur sur cette affaire, et c'est ce qu'ils ont fait. Sans pitié, ils ont pris un homme au hasard, avec un profil qui leur plaisait bien, et hop, ils ont voulu en finir avec cette affaire. Vous rendez compte à quel point ça fait peur ce genre d'accusation? Du jour au lendemain, tu te fais arrêter pour une chose que tu n'as jamais faite. Alors on n'est pas sur une accusation d'un simple vol ou une infraction sur le code de la route là. Non, là on t'accuse de meurtre, rien que ça. C'est là que je me rends compte que parfois la justice fait peur. Et je pense qu'on l'a tous déjà vu dans de nombreux articles. Un homme enfermé pendant 15 ans pour avoir tué X personnes. Alors que pas du tout. La société vient de prendre 15 ans de ta vie et c'est tout. Eh bien désolé monsieur, mais ce n'était pas vous. Mais je viens de perdre 15 ans de ma vie là, monsieur. Ce n'est pas vous, monsieur, je vous ai dit. Vous pouvez partir. Allez, oust, partez. Allez, partez. Allez, hop, hop, hop. J'ai perdu 15 ans de ma putain de vie. 15 ans de ma putain de vie, merde. Mais je te l'avais dit à 15 ans. J'étais sûr que c'était une femme, bordel. Putain, j'en ai marre de mes conneries, putain. Bref, on en revient à l'histoire. Tout ça pour dire que parfois c'est n'importe quoi. L'année suivante, on a appris que Stagg avait été victime d'un piège policier et qu'il a été acquitté. Sans blague, pauvre homme. Lorsque l'affaire a été réévaluée quelques années plus tard, il a été révélé que Napper avait en fait un lien avec le meurtre de Rachel. Et donc il a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Enfin, on commence à cibler la bonne personne. Ce n'est qu'en 2008, 16 ans après l'attaque de Napper, alors âgé de 42 ans, qu'il a admis avoir poignardé Rachel. Et c'est là qu'il a été arrêté et reconnu coupable. Et tant mieux. Et le pire dans tout ça, c'est que la police a raté plein d'occasions de l'arrêter. À chaque fois, ils étaient à 2 doigts de passer à côté de lui et de pouvoir l'arrêter. Mais malheureusement, il a fallu beaucoup plus de victimes, de tragédies et de temps pour pouvoir tomber sur Robert. Napper est considéré comme le violeur de la chaîne verte, du nom de Green Chain Walk. Les attaques ont eu lieu au cours d'une période de 4 ans, en se terminant en 1994, à peu près au même moment où Napper a été arrêté. Toutes les victimes portaient des caractéristiques similaires au crime de Napper. On pense qu'il a commis 106 effractions, impliquant 86 meurtres. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est où est Napper? Napper a été condamné à être incarcéré pour une durée indéterminée à l'hôpital de Broadmoor pour aliéné criminel. Le juge en charge de son affaire dira à son sujet: vous êtes à tout point de vue un homme très dangereux. Il est hautement improbable que le meurtrier et violeur condamné que vous êtes soit un jour libéré. Napper est aujourd'hui âgé de 55 ans. Il est schizophrène paranoïaque et atteint du syndrome d'Asperger. Ainsi se termine l'histoire de Robert Napper, un tueur en série qui aura terrorisé l'Angleterre et plus précisément Londres. J'aimerais bien avoir votre analyse sur ce tueur. Là, comme on a pu le voir, on a un Robert atteint d'une maladie mentale. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un jour il sera possible qu'il soit réhabilité? Est-ce qu'il pourra revivre en société selon vous? C'est très compliqué de s'imaginer une telle chose, surtout quand on sait qu'il a tué à répétition. Mais j'attends votre avis sur la question parce que ça m'intéresse énormément. Enfin bref, la vidéo est terminée, mais avant de vous laisser, j'ai envie de vous parler d'une chose. En ce moment, je recherche une personne passionnée par tout ce qui est criminologie. J'ai besoin d'une personne pour travailler avec moi dans mon équipe. Si vous êtes à l'aise en écriture et que vous voulez faire partie de l'aventure, bah envoyez-moi un message sur mon Instagram Mogotasama. Travailler ensemble avec de bonnes idées, je pense que ça peut être super cool. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.